Il était question que ce soit le dernier film. Et comme j'ai survécu, j'en ferai volontiers un autre, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, c'était une sorte de testament, oui, c'était une sorte de dernier film. D'ailleurs, pendant un moment donné, le film a mis très très longtemps à se faire. Il y a eu plusieurs versions du scénario, et il y a eu le titre de travail qui était le dernier film. Ça paraît un peu bizarre, comme ça, tout d'un coup, de voir des images qui viennent d'on ne sait où, qui apparaissent ou qui surgissent. Pour ceux qui connaissent les films, évidemment, c'est des références qui s'expliquent. Mais pour ceux qui ne les connaissent pas, ça peut être désorienté. Vous, si vous ne les connaissez pas, vous les connaissez? Non. Alors quel effet ça vous fait? C'est pas efficace, ça allait très bien. C'est parfait, c'est un grand compliment, je vous remercie. Très bien. J'espère que ça vous donne envie de les voir, peut-être. Alors, ce qu'il faut dire, pour effectivement ceux qui ne connaissent pas les films, c'est qu'on a fait revenir des acteurs qui ont joué dans le temps dans les films, et certains apparaissent avec 30 ans ou même 40 ans de plus. Donc on ne les reconnaît pas forcément. Dominique, qu'on voit là, l'héroïne du Frisson des vampires, qui a été tournée il y a plus de 25 ans. Maurice Lemaître, qui est un peintre et écrivain, qui a une petite scène dans le cimetière, a joué dans mon deuxième film, La Vampire Nue, c'est-à-dire il y a 40 ans. Alors pour lui, il n'a pas trop changé. Jean-Loup Philippe, qui sort de l'horloge, qui parle d'un film qui a disparu, etc. On voit, les images qu'on voit, c'est lui dans ce film. Uniquement parce que c'est quelque chose que j'aime. C'est des endroits avec une espèce de fusion avec, et bon, c'est des endroits qui me rassurent aussi parce que je les connais bien. Et vous savez qu'on est tous dans ce métier très, très inquiets. On ne sait jamais si ce qu'on fait conviendra, si on n'est pas en train de rater à un tournage, etc. Là, je sais que ce sera comme je le veux. Pas forcément bon, c'est pas un critère de qualité, mais ça revient sans arrêt, volontairement. J'ai une question qu'on m'a tellement posée que je vais essayer d'y répondre. Mais bon, il était question pour mon premier film de faire un film fantastique. On m'a dit à l'époque, bon, tu aimes ce genre de film, tu connais bien les films de la Universal et tout ça. Et bon, si tu avais un scénario de film, qui à l'époque il avait sur un court-métrage, là, j'aurais peut-être le moyen de le produire. C'était un producteur qui me disait ça. Alors bon, j'étais ravi parce que j'étais un spectateur assidu des films de vampires de la Universal. À l'époque, c'était pas Christopher Lee, c'était Bela Lugosi, c'était Boris Karloff, c'était tous ces gens-là. Alors bon, j'en ai fait un, et puis finalement on l'a agrandi, c'était Le viol du vampire, et qui a eu du succès. Alors bon, j'en ai fait un deuxième. Puis le deuxième n'a pas mal marché non plus, alors, etc., etc. Et puis, dans la mythologie fantastique, le personnage qui m'intéressait le plus, c'était le vampire. Parce que le vampire est un séducteur. C'est un personnage, bon, maléfique certes, mais qui séduit. Bon, et en plus, il y a un arrière-plan un peu érotique dans le vampire, le baiser du vampire, bon, tout le monde se comprend que c'est une allusion à un baiser réel, etc., etc. Et en plus, comme j'avais plutôt envie de filmer des femmes que des hommes, des femmes vampires, c'est très bien vu, c'est très, très visuel. Vous prenez par exemple, bon, c'est l'archétype, mais vous prenez par exemple une ravissante jeune fille nue sous des voiles qui se promène dans un cimetière la nuit, vous avez tout de suite créé une atmosphère poétique, une ambiance, etc. Si c'est un homme, c'est pas pareil. Mais bon,
Un homme nu sous les voiles qui se promène dans la cimetière la nuit, c'est pas. Je n'ai jamais essayé, mais c'est pas évident. Il n'y a qu'un femme qui devient émouvante dans une situation pareille. Alors, bon, ça explique pourquoi j'ai des femmes vampires surtout. Mais le vampire, en plus, c'est un personnage qui n'est pas monstrueux. Il est comme tout un chacun, homme ou femme, mais par les dents, il apparaît de temps en temps, c'est un humain comme les autres, physiquement je parle. Alors que le loup-garou, oui, bon, c'est monstrueux, il se couvre de poils, etc. La momie, ça ne veut pas dire que ce soit une séduction périssable. Le monstre de Frankenstein, il n'est pas particulièrement séduisant non plus. Alors bon, je veux dire, dans le fantastique, ce qui m'intéressait, c'était de montrer des choses qui avaient une certaine beauté et qui permettaient des évocations un peu poétiques. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un gimmick. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent, j'étais parti un jour en vacances avec ma mère, passer quelques jours sur une des plages les plus proches de Paris, c'était la plage de Bourville, et j'avais découvert cette falaise qui a maintenant beaucoup changé, mais qui à l'époque était toute blanche comme une falaise de craie, et avec ces mystérieux poteaux qui se dressaient, avec des verticales, des horizontales, enfin, et ces galets blanches qui recouvraient toute la plage. Alors, je me dis, là, si un jour j'ai la chance de tourner un film, je ne croyais pas la chose tellement possible à l'époque, je voudrais que ce soit là que ça se passe. Et bon, c'était une espèce d'engagement que je prenais vis-à-vis de moi. Et le premier court-métrage que j'ai fait, qui durait 10 minutes, je l'ai tourné là. Et ensuite, chaque fois que j'ai fait un film, chaque fois que c'était possible, je suis revenu sur cette plage. Alors maintenant, je la connais tellement que la place de la caméra, les angles, etc., ça pose d'eux-mêmes. Et c'est toujours très important pour moi de m'y retrouver, parce qu'il y a une mise en scène qui se fait toute seule. La mort, parce que dans un film d'horreur, la mort est forcément présente. Le sexe, parce que le sexe est présent aussi. Je veux dire, je n'ai pas commencé délibérément par des scènes de sexe. Simplement, quand j'ai fait Le viol du vampire, le producteur américain de Paris, que j'avais à l'époque, m'a dit, écoute, tu fais comme tu fais, il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Bon, ça, c'est des choses, bon, c'est ton cinéma, mais il me faut des femmes nues. Alors, si tu me mets des femmes nues, même si, pas des scènes d'amour, on n'était pas là, c'est dans les années 60. Si tu as des femmes nues, alors bon, je prends. Puis je me débrouillerai toujours après pour rentabiliser le film. Alors, j'ai dit, bon, c'est très bien. Alors, de temps en temps, il me rappelait ma promesse. Il dit, les femmes nues. Alors, je dis, bon, bah tiens, toi, tu te déshabilles, puis tu traverses le champ. Et c'était ça. Alors, bon. Les filles étaient sympas, d'ailleurs. Elles disaient, voilà. Tant qu'il s'agissait simplement de se mettre nu, personne n'était très gêné. C'est sûr, elle avait mis un beau jeune homme avec, etc. Alors là, ça devenait un peu plus grave. Mais bon, alors, de temps en temps, dans le film, une femme nue qui se promène. Et là, par contre, j'avais précisé, j'avais dit oui, je veux bien faire de l'érotisme comme ça, mais je ne veux pas faire des scènes de lit, parce que ça, quand c'est simulé, je trouve ça trop ridicule. Bon, finalement, le besoin étant, je l'ai fait quelques fois, mais j'aime pas ça. Alors ça ne va pas du tout. D'abord, je ne sais pas comment mettre les personnages, l'homme nu me gêne, sans raison, mais ça ne me passionne pas. Je peux filmer je filme surtout que ce qui peut m'émouvoir. Une femme nue est toujours émouvante. Voilà, donc le couple me gêne. Ou alors le couple de femmes. Je l'ai fait souvent. Je l'ai fait souvent dans Le Frisson des vampires, etc. Alors ça, au contraire, je trouve ça joli. Enfin, ce qui me gêne, c'est dans la vision érotique. Bon, mais alors, j'ai fait ça uniquement pour le producteur, pour lui faire plaisir, où j'ai mis des femmes nues qui passent de temps en temps. Bon, et à la vision du film, j'ai trouvé ça pas mal finalement, parce que il y avait un côté,
J'ai été très influencé par la peinture surréaliste. Et il y avait à côté Paul Delvaux là-dedans. Parce que dans Paul Delvaux, il y a toujours, qui est très bien peint, c'est pas de façon réaliste. Il y a toujours des villes comme ça, désertes, avec des familles qui sont plantées là. Il y a des choses très curieuses dans cette peinture-là. Et ça m'avait toujours beaucoup plu. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert qu'en mettant des femmes nues, non pas comme des femmes nues réelles, mais comme des statues, ou comme des personnages momifiés, statuifiés, des choses comme ça, ça débouchait sur un onirisme, je dirais plus onirique que surréaliste, sur un onirisme qui me touchait, qui me plaisait bien. Alors, j'ai dit, après tout, autant utiliser l'érotisme comme je le conçois, et en même temps que ça plaise au producteur. Donc, dans les films suivants, il y a toujours des femmes nues comme ça, souvent immobiles, souvent figées, souvent incongrues aussi. Bon. Et ça me plaît bien. Bon, alors, il y a longtemps que ça ne me vexe plus. Mes premiers films étaient accueillis par des hurlements dans toute la salle. J'ai été même des rires ou des sifflets. Et j'ai même été à Paris poursuivi dans la rue par des gens qui voulaient me rosser. Enfin, ne le faites pas ce soir. C'était épouvantable. J'ai eu tout un début de ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, toute une partie où au début j'étais l'homme à abattre. Enfin. Et c'était un point tout à fait extraordinaire. C'était haineux presque. C'était pas des gens qui n'aimaient pas ça ou qui disaient bon, ça ne vaut rien, etc. C'était la haine. Vraiment, les gens voulaient me battre, voulaient me rosser. Pourquoi, j'ai jamais très bien compris. Et c'était bon. Je me cachais. Je ne me montrais pas en public. Et puis tout d'un coup, il y a eu un revirement. Et la génération suivante, celle de mes premiers films, a découvert que c'était bien, qu'ils aimaient ça, et bon, alors voilà. D'où ma présence ici ce soir. Ah bon, on peut rire de tout, bien entendu. J'ai vu des gens qui ont ri, alors j'ai jamais compris pourquoi. À une projection de ça, j'ai vu des gens qui ont ri à nuit et brouillard, quand on voit les bulldozers qui remuent les centaines de cadavres émaciés. J'ai entendu les gens rire. Bon, on peut rire de tout. Mais en ce qui concerne mes films, je comprends très bien que les gens s'amusent, que les gens rient, parce qu'il y a une naïveté, évidemment, qui était au tournage, qui était à l'écriture, et que je vois, dont je me rends compte après coup, quand je revois les films. Mais bon, c'est normal. C'est normal. Vous la revendiquez, cette naïveté? Je la revendique pas, mais je veux dire, je l'accepte. Je accepte que les gens rient parce qu'il y a des images qui peuvent faire rire, des situations ou des scènes qui peuvent faire rire des gens, et puis pour lesquelles d'autres gens le verront sous un autre aspect. Les choses ont bien changé dans le cinéma français. Je me souviens que, à l'époque de premier film, Le viol du vampire, La vampire nue, et même le frisson et la requiem, enfin, je peux dire ça pour les 4 premiers, ils sortaient dans toute la France. Et ça t'avait moins de 18 ans à l'époque? Oui, il y avait moins de 18 ans. Ils sortaient même dans une petite ville ou un petit village. Ces films-là passaient. Bon, parce que les circuits étaient comme ça. Maintenant, bon, pour sortir un film de Paris, il faut déjà que la presse en parle, qu'on les en place Star System, qu'il y ait une vedette, enfin, etc. Là, par exemple, sur La fiancée de Dracula, j'ai eu un article dithyrambique dans la Marseillaise, de Marseille, où ils ont fait toute une page, et le film n'est jamais sorti à Marseille. Je n'ai jamais réussi à le faire distribuer à Marseille. Bon, alors, évidemment, c'est aussi un des problèmes qu'on rencontre pour produire ou distribuer des films de série B. Ça rentre dans la catégorie des films de série B, en principe, ces films-là. C'est pratiquement impossible. Maintenant, en plus, il y a énormément de villes où il n'y a plus de cinéma. Alors, j'ai toujours eu beaucoup plus
de succès à l'étranger qu'en France. Sans ça, si c'était pareil à l'étranger, je n'aurais pas pu continuer ce métier. Mais les films se sont amortis, si vous voulez, c'est qu'on a récupéré un peu l'investissement grâce à l'étranger. Ainsi, par exemple, bon, je suis un tout petit producteur et un tout petit réalisateur, mais je suis un des seuls à avoir systématiquement vendu tous mes films en Amérique. Alors pas cher, bien sûr, 3 sous, mais après ils sont vendus en Amérique tous. Parce que c'est des films de vampires, tout simplement, ou parce qu'il y a des femmes nues, ou j'en sais rien. Mais on a toujours réussi à vendre l'Amérique. Alors, bon, c'est un gros marché, l'Amérique. Même s'ils achètent 3 francs 6 sous, c'est quand même un petit peu d'argent. Alors, grâce au DVD, à la vidéo et à ce marché-là, ça a permis d'amortir des films qui, autrement, auraient été des catastrophes financières à près de 100%. C'est moi et c'est pas moi. C'est ce que dit Jean-Loup Philippe à un moment donné. Je suis Michel Jean, mais en même temps, je ne suis pas lui. Il y a énormément de choses, bien entendu, je ne cherche pas à le cacher, qui sont autobiographiques dans le film. Mais pas tout. C'est un cinéaste qui ressemble à Jean Rollin, si vous voulez. Parce que j'ai fait le portrait avec ce que je connaissais, c'est-à-dire moi-même. Mais je ne peux pas, je me suis jamais permis de dire c'est Louise Buñuel, c'est Jean Renoir. Non, c'est bon. Et en plus, les extraits de films sont forcément les miens. Parce que je n'ai pas les moyens. Il y aurait une autre lecture du film, qui serait avec d'autres extraits, venant d'autres films faits par d'autres réalisateurs. Mais là, il y a une question financière. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des films. Bon, j'aime bien Orson Welles, par exemple. J'aurais voulu acheter un extrait d'un film d'Orson Welles. Tout le prix qui a coûté celui-là, il serait passé. Alors bon, les miens ne coûtaient rien. Alors tout ça, ça fait une espèce d'amalgame qui fait que je dis, bon, c'est un peu mon portrait, mais pas que ça ait l'air prétentieux ou cocasse, c'est aussi pas mon portrait. On a cherché pendant très longtemps un décor, on en avait trouvé un, et puis comme le film a mis 3 ans à se faire, quand on a voulu dire bon bah on vient, et bien dit oui mais c'est plus le même prix. Bon alors ça n'a pas marché. Et on l'a trouvé, c'est curieux, mais 3 jours avant le premier tour, on tournait à Limoges obligatoirement, parce qu'il y avait une petite subvention. 3 jours avant le tournage, on a trouvé cette espèce de château un peu délabré, assez curieux, qui est en partie habité et qui abrite un parc zoologique qui se visite. C'est-à-dire que dans le parc du château, il y a un zoo. Oui, il y a des cages, il y a un zoo, il y a même des fauves, enfin, etc. Alors, de temps en temps, pendant qu'on tournait en sonore, évidemment, on entendait mugir les fauves, mais là, malheureusement, ça ne se remarque pas. Enfin, c'était très, très difficile de tourner là parce que j'avais préparé un découpage pour l'autre décor que nous avions et qui n'était pas du tout pareil. Là, c'était une espèce de château, ancien château, etc. Donc il a fallu, pas refaire le découpage, mais adapter un petit peu ce qu'on avait pensé. C'est un musée de cire, oui, c'est un musée de cire. C'est un musée de cire du XVIIe siècle, c'est-à-dire que bon, les problèmes qui se posent pour tourner dans un endroit pareil, c'est que d'abord on ne peut pas mettre de gros projecteurs, parce que la cire est quelque chose de très fragile, elle peut fondre. Alors on aurait fait fondre le musée, je vous garantis que bon. Et tout ça est assez ancien, et c'est pas très grand. C'est pas très grand, ce sont des petites pièces, mais assez resserrées. Alors, par exemple, personne n'avait jamais tourné dans ce musée. Mais quelqu'un avait dit, moi je veux tourner là. Je ne sais plus comment il s'appelle le metteur en scène qui a fait le dernier Hannibal Lecter. Ridley Scott, voilà. Ridley Scott qui avait vu ça et qui dit, je veux, avant moi bien sûr, je voudrais tourner là, le dernier Hannibal. Alors il a visité le truc et quand il a vu ce que c'était, il a dit, ben, c'est bon, il a dit, oui, j'ai une équipe réduite. Et pour les Américains, l'équipe réduite, c'est pas pareil que pour nous. Alors quand il a vu le musée, il a dit, bah oui,
On n'est pas très nombreux, on est 50 techniciens. Mais si on met nos 50 techniciens là-dedans, où est-ce qu'on va être les acteurs? Il n'y a plus de place. Alors il n'a pas tourné là. Et heureusement, parce que moi je voulais être le premier à y être. Et moi j'avais une vraie équipe réduite, on a fait 7 ou 8. Bon, enfin voilà. Mais c'est un musée qui est assez, quand même, assez connu. C'est une chanteuse que j'ai connue et que j'admirais beaucoup, qui faisait à mon époque, c'était quelqu'un, Marianne Oswald. Maintenant, les jeunes générations ne savent plus qui c'est, mais ils ont sorti un DVD, enfin, non pas un DVD, un CD, ils disaient un CD avec toutes ses premières chansons. Bon, c'est tout à fait formidable, mais ça passe rapidement, et personne ne le remarquera, parce qu'on ne sait plus qui c'est. Bon, mais j'ai conclu à mettre des bouquins ou des choses qui font partie de l'univers du cinéaste, qui évidemment il est mort à ce moment dans le film, il avait quand même un certain âge, donc ce sont des souvenirs de mes années de jeunesse. Alors ça, c'est une phrase assez célèbre de Gaston Leroux, qui a été un peu mise en avant par les surréalistes, parce qu'effectivement, sorti du contexte d'un roman, c'est une phrase comme une phrase à clé, une phrase comme une énigme. Et c'est, je crois, dans le mystère de la chambre jaune. Mais bon, toute l'œuvre de Gaston Leroux est pleine de phrases comme ça, qu'il mettait en italique d'ailleurs, parce qu'il était conscient qu'il faisait quelque chose d'un peu particulier. Et bon, alors cette phrase-là, était dans le mystère de la chambre jaune, qui est très 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 loin d'être son meilleur roman, mais il y a cette phrase-là. En faisant des repérages dans le Père-Lachaise, j'ai vu la tombe de Raymond Roussel. Alors je me suis renseigné, c'est celle de l'écrivain, parce que Raymond Roussel est un nom assez connu. Alors bon, c'est bien celle de Raymond Roussel, l'écrivain. Or, pour un film fantastique ou un film fantastique littéraire, disons, Raymond Roussel est une référence. Le Locus Solus a été, dans les années 50, un roman qui est très célèbre. Bon, alors, rendre hommage à Raymond Roussel en passant, je trouvais que c'était dans le ton du film. Et c'est un simple hommage qu'on rend à Raymond Roussel. Mais ça, c'est une allusion à un article, enfin, un questionnaire qui était paru dans Libération, où il avait demandé, c'est un supplément de Libération qui s'appelait « Pourquoi filmez-vous » Et alors, moi, je lui ai répondu, et notamment, je lui ai dit « Je filme pour retrouver, en paraphrasant un petit peu un texte de Breton, je filme pour retrouver la femme nue attachée sur le cheval que Grégory Peck voit dans 2 films, d'ailleurs. Enfin, là, c'est Grégory Peck et dans l'autre, c'est Stewart, je crois. Et il y a 2 films dans lesquels William Wellman, qui est lui-même un réalisateur de série B, mais de grand talent, a placé cette peinture. C'est pas la même peinture, mais ça représente la même chose. Et c'est assez étonnant que dans 2 films différents, avec des acteurs différents, il est placé cette peinture, le personnage qui est accoudé au bar, qui regarde, qui dit « Je me demande où est ce cheval ». Bon, alors, je l'ai placé aussi dans le dialogue. Là. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle un private joke. C'est-à-dire, c'est des références personnelles à des films que j'aime beaucoup. Et il y avait aussi un peu peut-être le désir de ne pas faire référence à moi sans arrêt, de ne pas mettre sans arrêt des photos, des choses me concernant directement, comme des extraits de films. Alors bon, il y a des films qui vont énormément influencer, ou qui vont vraiment frapper. Comme Thriller est un film qui m'a beaucoup frappé. On l'avait vu au marché du film à Cannes, avec plusieurs copains
avec Jean-Pierre Bouixou, avec à Venise, avec des gens comme ça, on est sorti de la projection absolument terrifiés. Et terrifiés. Certains d'entre nous avaient peur de rentrer chez eux tout seuls. On s'attendait à voir surgir à chaque coin de rue cette incroyable fille avec son bandeau sur l'œil et son fusil à 2 coups à la main. On était traumatisés par ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas eu massacre à la tronçonneuse, il n'y avait pas eu tout ce machin-là. Et le film était d'ailleurs interdit, il a été interdit pratiquement partout dans le monde. Maintenant, on le trouve en vidéo, mais c'était un film choc, un film traumatisant. C'est d'ailleurs un très beau film, moi j'aime énormément ce film-là. Et puis la femme scorpion, alors ça, la femme scorpion, pour moi c'est une merveille, autant sur le plan film que sur le plan de la réalisation, qui était exemplaire. C'est un série B, mais c'est un série B de génie. Comme la série B peut quelquefois donner des œuvres extraordinaires. Et des films, bon, il y avait un livre à écrire sur la série B, vu du point de vue du grand cinéma, de l'intelligence. Bon, un film comme 40 Guns, par exemple, 40 tueurs, qui est un film qui a coûté 3 sous, qui a été fait en quelques jours, de Samuel Fuller. Bon, il y a les plus beaux travelling de l'histoire du cinéma, il y a un générique absolument somptueux, c'est Barbara Stanwyck, je crois, qui joue ça. Oui. Barbara Stanwyck à la tête de 40 cavaliers qui chevauchent dans la prairie. C'est un magnifique film, magnifique, grande œuvre. Bon, mais c'est un série B. C'est un série B, c'est un noir et blanc, quand même. C'est une merveille. J'ai parlé d'une sympathie, comme ça, et puis surtout d'une identification avec elle et avec le personnage que j'avais écrit. Je dis, bah, elle peut effectivement jouer ce personnage parce que, contrairement à ce qui paraît, quand on la voit, quand on connaît un peu sa vie, tout ce qu'elle fait, c'est très provoquant. Mais elle-même, en elle-même, elle m'a paru quelqu'un de tout à fait naturel. Certaines personnes, dans le style de Ovidie, comme un peu Brigitte Lahaie aussi, pratiquent la pornographie, on pourrait dire intellectuelle, si vous voulez. Ovidie, c'est intellectuelle, elle a fait les études, elle a lu, enfin, elle a même écrit. C'est une intellectuelle, mais c'est une intellectuelle provocatrice. Quand on la voit, la première fois que je l'ai vue, j'avais jamais vu nue, évidemment, parce que je n'avais pas vu ses films. Donc la première fois que je l'ai vue nue sur le plateau, j'ai été un peu estomaqué, parce qu'elle est tatouée de la tête aux pieds, par exemple. Il y avait certains de mes collaborateurs qui étaient horrifiés. Enfin, c'est plus le personnage. Peut-être que c'était pas le personnage, mais c'était un personnage, en tout cas, et qui me convenait très bien. Et puis bon, je trouve que c'est, sur le plan comédien, c'est très bien débrouillé. Je préférerais presque me taire. Bon, le cinéma fantastique actuel, c'est évidemment... c'est le gore, c'est toutes ces choses-là. C'est un cinéma complètement invertébré, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus... c'est une suite des faits, oui. Gore, bon. Mais il y a quand même, dans le cinéma actuel, il y a des œuvres qui surnagent, qui sont... Par exemple, un film comme The Others, Les Autres. C'est une œuvre très importante, je trouve. C'est un très très beau film. Il y a eu d'ailleurs un certain succès. Bon, il y a 2 ou 3 films comme ça qui sont exceptionnels. Alors il y en avait plus. Maintenant, il y en a une fois de temps en temps. C'était vraiment un plaisir. C'est très fatigant. Il fallait monter 6 étages pour accéder au musée avec tout le matériel, enfin, etc. Et bon, tout le monde a mis la main à la pâte. Ça a été un tournage très très agréable. Je veux dire, ça fait partie du cinéma que je n'aime pas, c'est-à-dire du cinéma film d'horreur gratuit, film d'horreur qui est destiné à faire sursauter le spectateur. Pour autant, combien de films d'horreur on a recours à ce procédé banal, l'héroïne marche tout d'un coup un peu inquiète, quelqu'un lui tape sur l'épaule, alors elle sursaute, et puis
c'est le curé du coin, parce qu'il y a eu un sédopin. Bon, alors, d'ailleurs, Argento, c'est un peu ça. Tout d'un coup, une femme se promène, et puis hop, quelqu'un sort derrière un rideau et l'égorge. Bon, tout ça, c'est un cinéma basé sur les faits. Et moi, les faits horribles ne me passionnent pas. Ce qui me passionne plutôt, par exemple, si vous voulez, dans un film qui s'appelle Les raisins de la mort, qu'on m'a fait, à la grande époque du cinéma gore et de Dario Argento, on m'a dit faites un film gore. Bon. Alors je dis, bon, on va faire un film avec des effets gore, mais chaque fois, je les ai justifiés par soit par un arrière-plan poétique, soit par un scénario. C'est pas du gore gratuit, ça je déteste ça, comme le cinéma américain le fait maintenant. Alors là, dans ce film-là, donc j'avais un monsieur qui était rendu fou, un peu par les pesticides artisanaux qu'on mettait sur les raisins pour faire le vin. Et il ne pouvait pas s'empêcher de faire certaines actions qu'il faisait. Et à un moment donné, il a cloué sa femme sur la porte de la maison et il lui coupe la tête avec sa hachette. Mais en le faisant, comme il le fait, il poussait à le faire, mais il le fait malgré lui, il crie je t'aime, et on ne coupe pas la tête. C'est ce qui donne tout de suite une différence. C'est pas simplement un effet pour faire sursauter les gens, c'est un effet qui s'explique, que le type explique lui-même. C'est un effet, ça donne une séquence plus vraie, plus riche, plus poétique. Le premier qui m'est vraiment influencé, c'est Louis Buñuel, qui a été, je dirais pas mon maître, enfin, pour lequel j'avais une admiration sans borne. Et le deuxième, c'est Georges Franju. Et c'est curieux, mais à l'époque où j'étais, enfin, quand j'étais jeune, j'ai failli être l'assistant de l'un et de l'autre. Et sur deux films qui ne se sont pas faits. Mais bon, j'avais une grande admiration pour Franju, pour Buñuel aussi, bien sûr. Et s'il y a des références à établir, c'est dans leurs films. Ça ne fait pas partie de mes favoris, mais j'ai eu plaisir à mettre des extraits d'A Rose de Fer parce que ça a été mon plus gros échec. C'est compréhensible d'ailleurs, parce que c'est un film à deux personnages dans un décor unique, c'était pas évident. Mais bon, c'est. Donc, si vous voulez, ce film-là, en salle, peu de gens l'ont vu. Il a été un échec énorme. Donc, je me disais, ça ne fera pas trop redite, ça fera pas trop. Les gens découvriront des images qu'ils n'ont pas vues. Même qu'il y a des extraits, même assez longs, d'un film qui n'est jamais sorti en salle, qui s'appelle Perdu dans New York, et qui était destiné à la télévision. Naïvement destiné à la télévision. Et donc c'est un film qui dure 1 heure. Et ce film n'étant jamais sorti en France, bon, il est exploité ailleurs, mais je me disais, ça fera des éléments inédits. Oui, enfin, il a été perdu. Il a été perdu, c'est un film que c'était mon premier film. Le laboratoire a perdu les bobines. Bon. Il ne reste que les photos. Alors c'est une grande perte pour moi, évidemment. Surtout qu'il y avait des tas de gens intéressants, il y avait Gaston Modo, il y avait Chauffard et tout ça. J'avais écrit avec Marguerite Duras, mais que des personnes savaient qui c'était à l'époque. Et comme le film a été tourné en muet, on ne peut pas lancer le nom de Duras, puisque il y a là qui n'ont pas été enregistrés. Mais bon, c'est perdu, c'est perdu. Alors, il reste les gens qui ont joué dedans, certaines personnes. Il reste notamment Jean-Loup Philippe, qui était tout jeune à l'époque, et il me dit sans arrêt, écoute, est-ce qu'on ne va pas le retrouver, c'est sûr, c'est perdu. Alors, il tenait tellement à ce film, lui, que je l'ai choisi pour faire le petit texte de souvenir à propos du film. Voilà, je voulais juste qu'on remercie Laurent de nous avoir donné sa présence.